Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 11e journée du top 14. Mais avant de commencer, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais du contenu ultra régulièrement, notamment après chaque journée de top 14. Donc si vous êtes amoureux du rugby et en particulier du top 14, n'hésitez pas à me suivre, c'est gratuit. Mais bref, revenons à la vidéo avec l'analyse des matchs et d'abord Montpellier qui recevait l'UBB. Bon, c'était un match avec une grosse intensité pour commencer cette 11e journée du top 14. L'UBB va marquer assez rapidement avec le premier essai de Salessi Rayassi au terme d'une action où il y a eu un jeu de 3 quarts qui a été plutôt bien développé de la part des unionistes. Et globalement, ça va donner un peu le ton des ambitions bordelaises sur ce match. Mais ce qui a pêché du côté de Bordeaux et qui leur a empêché en fait d'aller chercher la victoire à la fin, c'est tout simplement qu'ils arrivaient à franchir, ils arrivaient à avoir de l'avancée, mais ils ont commis énormément de fautes de main. Et pourquoi ils faisaient beaucoup de fautes de main? C'est en partie dû à une très bonne défense de Montpellier, qui acceptait de reculer, mais qui, sur l'homme, gagnait les collisions. Dans la dimension physique, les Montpelliérains ont dominé les Bordelais, et c'est ce qui a clairement joué en leur faveur pour le résultat final. D'autant plus qu'ils ont essayé un petit peu de jouer, surtout en première mi-temps où c'était un peu plus construit, la deuxième ça l'était un peu moins, mais en tout cas Montpellier avait du répondant. Mais bon, ils ont eu chaud quand même les Montpelliérains, parce que après avoir fait 60 minutes où globalement ils maîtrisent la rencontre, ils sont dedans, ils sont sérieux à appliquer, les 20 dernières c'était un peu plus chaotique. On sentait qu'ils commençaient à devenir un petit peu fébrile, à l'image du deuxième essai de Rayassi où c'est une interception, c'est un essai à 0 passe. Il y a l'essai de Maxime Lamotte aussi qui a relancé l'UBB, qui intervient après une très mauvaise passe d'un joueur montpelliérain. Bref, ils ont remis l'UBB dans le match. Et il aura fallu un électrochoc pour que Montpellier se remette la tête à l'endroit et aille chercher cette victoire. C'est tout simplement cette action où Nicolas Deporter est jugé plaqué avant d'avoir le ballon, alors qu'en vrai, ça ne l'était pas et c'est une faute arbitrale. Et du coup, ça a regonflé à bloc les Montpelliérains qui sont allés chercher cette victoire au forceps, et mérité. On enchaîne avec le multiplex et d'abord ce match de fou entre Clermont et le Stade Français. Sur la première mi-temps, c'est Clermont qui domine et en particulier devant, et ça aurait pu être étonnant parce que quand on voit les prestations des deux équipes le week-end d'avant où le Stade Français a défoncé Toulon et Clermont a subi à Lyon, on se dit que ça aurait dû être le cas encore une fois sur cette journée où le Stade Français allait prendre le pas sur Clermont pour ce qui est du jeu d'avant. Et en première mi-temps, ce n'a pas été le cas. Toujours dans cette idée, je trouve que le Stade Français ils ont plus ou moins donné des essais, ou en tout cas ils ont concédé des essais trop facilement en n'étant pas assez fort proche de leur ligne, à l'image des deux essais de Jono. Mais avec les points manqués au pied par Harry Plummer, le Stade Français n'est pas si décroché que ça à la mi-temps. Et justement en seconde période, c'est eux qui vont remettre la main sur le ballon, ils vont marquer d'entrée, et c'est eux qui vont globalement dominer cette seconde période. On assiste à un énorme bras de fer dans ce match, et quand il y a l'essai de Barré vers la 71e, plus la pénalité de Carbonel à la 76e, on se dit que ça y est, le Stade Français va aller gagner pour la première fois de son histoire à Michelin. Mais la dernière action vient totalement tuer les espoirs parisiens, et pour le coup c'est une des rares séquences de l'ASM où tout le monde joue bien, que ce soit avant comme trois quarts. Personne ne fait le maître de trop, tout le monde joue juste, et au final il y a cet essai de Lucas Tozin qui vient libérer Clermont après un match de fou furieux. On continue avec Bayonne qui recevait Lyon. C'est d'abord le Loup qui démarre fort la rencontre avec l'essai de Yohanné plus une pénalité de BR2, et au bout de 10 minutes il y a déjà 10-0 pour les Lyonnais. Mais Bayonne réagit après avec un essai marqué par Facundo Bosch après touche, et c'est clairement dans ce secteur en fait que Bayonne a fait la différence. Puisque sur l'ensemble du match en fait, 35% des touches lyonnaises vont être contrées, en tout cas volées, par l'alignement bayonnais. Ce qui va du coup empêcher les Lyonnais de multiplier les possessions, et en particulier dans le camp de Bayonne, et donc d'avoir des occasions d'essai. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs décisions lyonnaises, notamment dues à des pénalités de Bayonne, où on pouvait tenter les points du côté de Lyon, et on ne le fait pas, parce qu'on était peut-être un peu trop loin, on était au niveau de la ligne médiane, mais c'est des décisions que je n'ai pas comprises, notamment en fin de première mi-temps, où il y a deux pénalités entre la 30e et la 40e, et Lyon va deux fois en touche, et perd la touche. Alors qu'avec BR2, qui a quand même un plutôt gros coup de pied, ils auraient pu au moins tenter et marquer au moins une pénalité sur deux, je pense. Quand on sait que ça se termine à 2 points, ça fait mal à la tête. Et justement, Bayonne, eux, ils ne l'ont pas fait cette erreur. Ils ont toujours été pragmatiques, comme ils le sont à chaque fois, en fait, grâce à l'immense coup de pied de Joris Second. Et là, globalement, Lyon n'a pas forcément été beaucoup plus indiscipliné que Bayonne, mais ils ont été indisciplinés dans leur camp. Et donc forcément avec un artilleur de la trempe de Joris Second, eux ils se sont pas emmerdés les Bayonnais, ils ont pris les points, et c'est comme ça qu'ils ont construit leur victoire en prenant de l'avance grâce à ces pénalités. Mais sur l'ensemble du match, je trouve que c'est dommage pour Lyon, parce que leur défense était plutôt bonne, la défense de ligne. Bayonne n'a pas beaucoup franchi, il n'y a pas eu beaucoup d'actions d'essai, et en plus il y avait une dernière possession sur la fin, mais encore une fois, une touche qui a été volée
et qui donc n'a pas permis à Lyon d'aller gagner ce match. On continue avec le Castres Olympique qui recevait Perpignan. Bon, clairement, je m'attendais pas à un scénario comme celui-là. Perpignan a embêté les Castrés pendant pas mal de temps, mine de rien, jusqu'à même quasiment la fin du match, parce qu'il y avait 16-7 jusqu'à l'interception de Goudiou sur la dernière action du match. Mais je pense que du côté de Castres, le début de match a dû frustrer. Déjà, il y a cet essai au bout de 2 minutes qui est refusé à Adria Koukadji ultra logiquement parce qu'il y a en avant, et derrière, il monopolise le ballon, mais il ne marque pas. Parce que en face, Perpignan est valeureux, et est plutôt bon en défense. Et à l'inverse, les Perpignanais, ils ont eu quasiment aucune possession dans le camp de Castres, et je crois que vers la 25e minute, c'est Lucas Dubois qui marque le premier essai et qui permet à Perpignan de prendre le score. Et donc Castres a dû être un peu frustré, et il n'a pas su développer de rugby sur ce match, en tout cas pas assez pour pouvoir prétendre aller chercher une victoire avec bonus offensif. Il aura fallu même attendre en fait une énorme faute du talonneur Ignacio Ruiz qui prend un carton jaune avec au passage une attitude qui est désastreuse sur le moll pour que ça y est Castres marque avec Ramoto Taboua. Et ce qui a permis à Castres en fait de monopoliser le ballon et de s'installer dans le camp de Perpignan, c'est clairement que les Perpignanais ont fait des fautes bêtes tout le long du match. Entre les molles écroulés, le fait qu'on touche au neuf après un ruck ou un moll, alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit. Les percussions sur les joueurs qui vont dans une lutte aérienne, franchement, c'est des fautes ultra évitables du côté de Perpignan, et ça peut que frustrer les entraîneurs, parce que franchement, dans l'engagement, ils y étaient. Mais ça suffit pas, il faut aussi de la lucidité, et Perpignan, on en a un peu manqué sur ce match. Et surtout, ce qui est frustrant du côté de Perpignan, c'est qu'ils n'ont pas eu énormément de possession dans le camp de Castres, mais les rares qu'ils ont eu, ils n'ont pas su les concrétiser. Notamment une possession autour de la 54e où ils ont un énorme temps fort. Il reste plus d'1 minute avec le ballon où ils avancent. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à marquer. Et s'ils marquent là, il me semble qu'ils repassent devant, en tout cas ils reviennent à hauteur de Castres, et c'est pas le même match à mon avis. Et puis il y a cette interception de Goudiou qui vient tuer mentalement les Perpignanais, et je pense qu'il faut qu'ils se relèvent de ça et qu'ils ne prennent pas en compte cette interception, parce que de toute façon le match était perdu. Cette interception elle intervient après une séquence de 3 minutes où il y a eu des turnovers de partout, les joueurs sont fatigués parce que c'est la dernière action du match. Donc c'est frustrant parce qu'en plus ça alourdit le score alors que Perpignan n'était pas si loin, en vrai était plutôt taille-taille dans le jeu aujourd'hui à Castres. Et donc je pense que Perpignan doit plutôt se concentrer sur ce qu'ils ont fait de bien sur ce match, parce que vraiment il y a du positif comparé aux performances qu'il y a eu, ou en tout cas aux contre-performances qu'il y a eu depuis ce début de saison. Une autre équipe qui joue le maintien, c'est Montauban qui se déplaçait à Toulon. Bon, c'était un match sans grand intérêt en fait, au bout de 15 minutes il y a 21-0, on se dit que ça va être une balade de santé pour les Toulonnais. Alors ok, Montauban a été vaillant, ils ont justement après les 21-0, ils ont réagi direct avec un essai magnifique de Vici, et derrière une autre séquence où ils arrivent à percer mais ils marquent pas. Mais en fait sur l'ensemble du match, ça tient pas quoi. Toulon, leur volonté c'était de mettre énormément de rythme et d'asphyxier les Montalbanais. En même temps, normal, ils ont les joueurs pour, quand tu vois le triangle derrière, Drian, Tuikouvou, Ferté, ça va à 2000, c'est vraiment des joueurs qui sont hyper explosifs, donc forcément t'as envie de jouer et de relancer. Et c'est pour ça qu'il y a eu un score énorme à un moment, je crois qu'il y avait 47-12, et après certes Montauban réagit en marquant de beaux essais en fin de match, mais bon c'est parce que Toulon avait le match gagné avec le bonus offensif depuis longtemps, et je pense ne faisait plus trop l'effort d'aller rattraper les mecs parce que le score était fait. Et il y a un autre facteur qui est inquiétant pour Montauban, c'est la discipline. Il y a 16 pénalités qui ont été concédées à Toulon, c'est beaucoup, même dans un match où tu es dominé, je trouve que c'est quand même beaucoup. Ils prennent un jaune en plus dans les 10 premières minutes, c'est à surveiller pour les matchs qui vont vraiment compter. Le match du samedi soir, c'était le Stade Toulousain qui recevait le Racing 92. Bon, je pense que vous le savez, c'était un contexte particulier, l'arrêt de Pitaki, ou en tout cas son départ vers les Blues, le retour d'Antoine Dupont, donc forcément c'était une soirée qui devait être une fête pour le Stade Toulousain. Sur la première mi-temps, Toulouse semble légèrement dominant, je trouve qu'ils sont légèrement plus tranchants, dans la puissance aussi, ils gagnent leur collision, tout ça, notamment en mêlée, je trouve qu'ils ont plutôt écœuré les Racingmen, mais il y a 8-3 à la mi-temps, en tout cas il devait y avoir 8-3 à la mi-temps, parce que Toulouse n'arrive pas à faire cette action qui va changer le match. Et cette action, en fait, elle va arriver de l'autre côté, du côté du Racing, avec évidemment ce carton rouge pour Yannick Tarit. Déjà, en plus d'être un moment totalement lunaire, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, en fait, c'est le tournant du match, clairement, parce que déjà, ils prennent un jaune juste avant avec Ravuto Mada, et donc ils vont se retrouver à 13, et forcément, ils vont plus subir. D'autant plus que tu prends du coup un essai à la pause, au lieu d'être à 8-3, t'es à 15-3, donc mentalement c'est dur de revenir. Après je dis qu'ils vont subir quand ils seront à 13 contre 15, mais en même temps Toulouse ne va pas marquer pendant cette période. C'est clairement après que Toulouse va accélérer avec ce qui va tout décanter en fin de match, en fait c'est cette percée de Mathias Rému qui
lui tout seul s'offre un essai, et donc ça va, ça y est, donner de l'allant, donner de l'envie aux Toulousains, et ils vont se retrouver un peu. D'autant plus qu'après il y a un carton jaune pour Tussova, donc le Racing se retrouve à nouveau à 13, et c'est là que ça se décante, qu'ils encaissent les essais de Lebel, de Capuzzo, et que le score fait très lourd. Et je trouve ça dommage parce que en fin de match, en plus, t'as une réaction des avants, avec notamment un doublé de Taufinois, un peu plus tôt, il y a aussi un essai de Wilfried Duleux, et le Racing, à mon sens, ne méritait pas une telle correction, entre guillemets, ou en tout cas un tel score, et je pense que sans ce geste de Yannick Tarite, et avec plus de discipline au global pour l'équipe, le Racing aurait pu plus embêter les Toulousains. Et enfin, pour terminer cette 11e journée, c'était La Rochelle qui se déplaçait à Pau. Là aussi, c'était un super match pour conclure cette 11e journée. On a eu un scénario un peu bizarre. Déjà, ça commence hyper mal parce que t'as le carton jaune de Astoy au bout de 30 secondes qui est le plus rapide de l'histoire, donc tu te dis que ça va être un match un peu spécial, et tu te demandes combien les Rochelais vont en prendre. Et je pense que ce carton rouge, en fait, il aurait pu tronquer le match, clairement, parce que jouer 80 minutes à 14, c'est pas rien, ça demande plus d'énergie pour les joueurs encore sur le terrain. Mais non, parce que les Rochelais, en fait, ils ont été hyper vaillants, et notamment forts mentalement. Mais néanmoins, il y a un autre coup du sort, et qui pour moi va être préjudiciable en début de match surtout, c'est du coup Noël qui sort sur blessure et qui fait rentrer Yaya West du coup en 10, mais sauf que ça fait un ailier en moins, et comme on sait que Pau joue pas mal les diagonales au pied pour ses ailiers, forcément il y a un manque. Et c'est comme ça qu'ils marquent leurs 2 premiers essais avec Broboiry et Arfeuil, parce que il y a forcément de la place sur l'aile vu qu'il n'y a plus Noël. Mais pour moi, le facteur qui a fait que Pau a dominé les Rochelais, c'est tout simplement les ballons portés. Il y a eu 4 essais sur les 8 inscrits, donc la moitié, qui provient du coup de ballons portés. Et là, La Rochelle s'est fait vraiment détruire dans ce secteur. Il y a aussi un carton jaune en deuxième mi-temps pour Charles Kanté Samba qui intervient sur une situation de molle également. Et c'est un secteur où les Rochelais n'ont pas su répondre. Et je trouve ça étonnant parce que on sait que La Rochelle a quand même plus de facilité à jouer devant et notamment à répondre dans la dimension physique. Mais là, ça n'a pas été le cas et on peut même pas sortir l'excuse du carton rouge puisque c'était un 3/4 qui était dehors. Et c'est pour moi ce qui a du coup fait basculer le match en faveur de Pau, parce que sinon La Rochelle a répondu dans le jeu, ils ont eu des ambitions, ils ont marqué de beaux essais. Ceux de Jules Favre ou celui de Leeds en fin de rencontre, pour moi c'est des essais qui sont bien amenés, bien construits et avec un petit peu de folie offensive. Mais malheureusement, tu souffres devant, tu souffres parce que t'es à 14 et tu prends un score qui est lourd. Et c'est un peu pareil, en fait, si je pense que t'avais su plus répondre devant, et surtout si t'avais été à 15 tout le match, le score n'aurait pas été aussi lourd. Je pense que Pau aurait quand même gagné parce qu'il dominait trop devant, mais le score aurait pu être plus léger pour La Rochelle. On passe maintenant au top et au flop. En top, je vais parler de Montoya. Un peu dans cette logique, en fait, des molles qui ont été dominants et qui ont été vraiment primordiaux dans la victoire de Pau, Montoya, ça a été un des grands artisans. D'autant plus que, pour moi, c'est un vrai leader de la section alors qu'il vient juste d'arriver, parce que c'est une équipe très jeune, la section, et il faut des joueurs d'expérience pour encadrer tout ça. Et Montoya, avec l'expérience de fou qu'il a avec l'équipe d'Argentine, il apporte ce qui manque un peu à la section, et ça montre à quel point l'effectif est bien construit. Et en plus, il marque un essai. On va continuer avec Emmanuel Meafou, que j'ai trouvé vraiment fort physiquement, dans cette dimension physique qu'on lui connaît. Là, il a fait un gros match, il marque un essai en début de match, et puis dans l'ensemble, j'ai trouvé vraiment volontaire et appliqué, et ça se voit qu'il veut se rattraper de ces derniers mois qui étaient un peu moyens. Et enfin, le dernier top, c'est Matteo Garcia. J'ai trouvé en fait qu'il a été ultra dynamique et ultra tranchant, il a hyper bien conduit le jeu de tout long, et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu comme ça, et ça va lui permettre de reprendre confiance, et surtout qu'il est impliqué sur pas mal d'essais, et qu'il a fait un 7 sur 8 face au Perche. Et en l'absence de Melvin Jaminet, ça compte. En flop, j'ai d'abord parlé de Pablo Uberti. J'ai trouvé qu'il a eu un match compliqué à Montpellier. Il y a évidemment cette relance qui offre un essai complètement à Montpellier en début de rencontre, où en fait il est dans son but, il relance, il fait un coup de pied qui est catastrophique, et puis ça arrive directement dans les bras d'un Montpellierin, et quelques séquences plus tard, ça donne essai. Et puis aussi, il y a cette action où à un moment, il y a un arbitrage vidéo pour un potentiel en avant volontaire. Enfin bref, toutes ces actions prouvent qu'il n'a pas fait un bon match. Et puis après, comment ne pas parler de Yannick Tarite pour un geste totalement lunaire? Comment tu veux justifier ça? Alors oui, j'ai vu que Max Spring disait que pour lui c'était pas rouge et tout. Bon, évidemment c'est de la com, parce que c'est son coéquipier, c'était le capitaine, donc forcément il est obligé de dire ça, il est obligé de défendre son joueur. Mais en vrai, tu peux pas le justifier ce genre de geste. Et après, le dernier flop, c'est Antoine Astoy aussi également pour son carton rouge. En fait, c'est surtout par rapport au fait que c'est le plus rapide de l'histoire qui me dérange, d'autant plus face à son club formateur. C'est tout ce contexte qui me dérange, alors qu'en soi le geste il est un peu malheureux, mais il est accidentel. Si on regarde le classement maintenant, on voit qu'il y a un duo de tête qui est en train un petit
petit peu de s'échapper, doucement mais sûrement, et c'est Toulouse et Pau qui sont en train de, pour l'instant, dominer ce championnat. À noter que ça y est, ça s'est resserré, il y avait un petit écart, il y a toujours Lyon qui est un peu en dessous, mais ça s'est vraiment resserré quand on voit qu'il y a 3 points entre Bordeaux-Bègles et le Racing qui est 11e, ça prouve que ça y est, en une défaite, on peut redescendre de plusieurs niveaux. Pour ce qui est des pronos maintenant, toujours compliqué de faire des pronos, surtout quand là il va y avoir la Challenge Cup et la Champions Cup, les clubs seront sûrement dans d'autres dynamiques qu'ils sont actuellement, mais je vais quand même tenter comme ça sur ce que je vois depuis le début de la saison. On a d'abord le derby francilien avec le Stade Français qui reçoit le Racing. Pour moi, ça va être un match plus serré que ce qu'on pense. En tout cas, je vois une victoire du Stade Français, mais d'un tout petit point, ou de 2 points, en tout cas avec un bonus défensif pour le Racing. Montpellier reçoit Castres, et pour moi, ce sera une victoire de Montpellier avec le bonus offensif. La Rochelle reçoit Bayonne, ça va être un match vraiment primordial pour La Rochelle pour la suite de la saison. Je pense que c'est même un match charnière. S'ils le perdent, ça va devenir vraiment compliqué pour la suite. S'ils le gagnent, ils peuvent, ça y est, se remettre dedans et vraiment réintégrer le top 6. Donc pour moi, je vais dire La Rochelle, mais pareil de très peu. Montauban reçoit Pau et je vais mettre les Palois. Perpignan reçoit Clermont et je vais dire Clermont, mais d'assez peu. Franchement, dans un match peut-être pas beau à voir, un match assez sale, mais je vais dire Clermont à Perpignan. Lyon reçoit le Stade Toulousain, et je pense que Lyon peut gagner le Stade Toulousain, c'est assez étonnant, mais je vois qu'il y a du mieux à Lyon. Là, ça y est, ils ont eu leur période compliquée, mais ça y est, ils se réveillent. Et Toulouse a pour habitude de faire tourner à Lyon souvent, donc s'ils le font encore après le début de cette campagne européenne, ça m'étonnerait pas, et je pense que Lyon peut gagner contre Toulouse. Et enfin, l'UBB reçoit Toulon, un peu comme pour La Rochelle, je pense que c'est un match charnière, d'autant plus que là, ils reçoivent Toulon, un gros du championnat, mais je pense que Toulon va aller faire un coup à l'UBB, mais d'assez peu, sans forcément qu'il y ait de bonus défensif pour l'UBB, mais en tout cas un truc du style 25-18 par là. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à m'écrire un commentaire, activer la cloche et mettre un like, c'est des choses gratuites qui m'aident grandement. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, je fais du contenu plus régulièrement, je fais des petits extraits en fait que je mets sur Insta et sur TikTok des vidéos YouTube, mais je mets aussi du contenu exclusif, et après il y a toutes mes news, donc quand j'apparais quelque part en story, donc c'est important de me suivre là-bas si vous voulez me voir dans d'autres médias. Bref, allez me suivre, c'est @bourrichon.tv. Enfin bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.